Découvrir les mille et une facettes de son futur métier d'ingénieur tout en poursuivant ses études pour intégrer le marché du travail à vitesse grand V, c'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. Mélissa Goyette est ingénieure de formation et sa feuille de route est riche. Véritable leader dans un milieu encore très masculin, elle a su relever de nombreux défis dans le domaine de l'efficacité énergétique et piloter des projets majeurs auprès de firmes spécialisées. Après avoir négocié des contrats de plusieurs millions de dollars dans la ville effervescente de New York et participé à l'effort de reconstruction de centaines de maisons dévastées par l'ouragan Sandy, elle décide de revenir travailler à son port d'attache, l'UQTR. Elle s'intéresse aujourd'hui particulièrement au développement durable et à la formation des futurs ingénieurs. Un des piliers de la relève en génie, Olivier Coder, carbure au défi. Il est diplômé de la toute première cohorte de génie mécanique au campus de Drummondville. À la recherche constante d'innovation, il a travaillé avec des professeurs à implanter l'approche duale, un enseignement dynamique où l'étudiant apprend son futur métier 2 jours en entreprise et 3 jours sur les bancs d'école. L'expérience acquise chez Kruger Trois-Rivières pendant son parcours universitaire lui a permis de se tailler une place de choix chez BRP, chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés. Écoutons notre duo nous présenter leur parcours respectif en direct du SNIMI, le Centre national intégré du manufacturier intelligent de Drummondville. Olivier, salut! Salut. Spontanément, j'ai le goût de te demander est-ce que je peux t'appeler Oli? Parce que c'est ça qui va sortir de façon naturelle. C'est bien normal. Ça marche avec toi? Ben oui, il n'y a pas de trouble. Je suis vraiment contente de te voir. Moi Contente aussi, de te voir ici, au SNIMI, dans l'atelier, dans l'usine intelligente du SNIMI, qui était un rêve sur papier quand je t'ai rencontré pour la première fois, qui était en construction. Exact, qui n'était toujours pas construit à ce moment-là. On avait, je pense qu'à la dernière année, il n'y avait que les plans qui étaient réalisés. Puis quand je suis revenu là d'après, c'était la première pelletée de terre. Là. Fait que c'était le tout début. Là. Pour les gens qui nous connaissent pas, qui te connaissent pas, Olivier, toi, tu es diplômé de la première cohorte de génie mécanique ici au campus de Drummondville de l'UQTR. C'est ça. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours depuis ta diplomation? Qu'est-ce qui se passe de bon professionnellement de ton côté? Depuis la diplomation, depuis que j'ai mon diplôme, dans le fond, là, moi, je me suis retrouvé chez BRP directement après la fin de mes études. Donc, j'ai fini mes études en mai 2021. OK, déjà. C'est ça, mai 2021. Puis, dans le fond, il y avait une job de chargé de projet au groupe projet au génie industriel. Ça fait pas mal de termes, là. Mais dans le fond, le génie industriel chez BRP, c'est où est-ce qu'on fait la fabrication puis l'assemblage des skidoo et des spiders. J'allais dire, tu permets-tu que je t'interrompe pour demander de dire c'est quoi BRP parce que tout le monde ne connaît pas. C'est ça, parce que BRP, c'est vraiment gros aussi. Là. BRP, il y a des usines au Mexique, il y a des usines en Finlande, il y a des skidoo qui sont faits en Finlande, il y a les VTT, les sidou sont faits au Mexique. C'est Bombardier. En fait, ça fait 20 ans que Bombardier a vendu la division produits récréatifs qui s'appelle BRP. Ah, OK, c'est vraiment... OK, Exact. BRP, c'est le nom de la compagnie. Et c'est tous les produits récréatifs. Okay, donc, c'est vraiment tout ce qui est skidoo, sidou, side-by-side, donc VTT, 4 roues. Tous ces véhicules-là sont faits par BRP. Puis à Valcourt, on fait particulièrement les skidoo et les spiders. Mais on les fait ce qui est particulier à Valcourt, c'est qu'on fait tout ça sur la même ligne d'assemblage. OK. Fait que dans le fond, on va fabriquer des skidoo pendant 9 mois par année. Puis lorsqu'on arrive à la fin de ces 9 mois-là, pendant les 9 mois, on prépare la production spider. Fait qu'on travaille en parallèle. Les gens vont faire la production de jour, puis soit les fins de semaine ou lorsqu'il y a des arrêts de production, on se dirige vers la ligne puis on prépare tous les services pour préparer la prochaine production qui fait les 3 mois de spider. Puis ensuite, on refait ça. On fait les changements de produits en une journée complète. Puis, est-ce que pour toi, c'est un rêve de petit gars là, de se retrouver chez BRP à jouer dans des affaires à moteur ou... Pas tant. Honnêtement, moi, c'était pas mon profil. Mon profil, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui était très mécanique de base.
Mais j'étais quelqu'un qui était en général, là, un peu de tout, intéressé par un peu de tout, l'électricité, la mécanique, la vente, un peu de tout. Puis quand on m'est arrivé avec des projets, dans le fond, quand j'ai fini, quand j'ai commencé chez BRP, ils m'ont arrivé en tant que chargé de projet, je me suis amené à faire toutes sortes de choses. Vraiment, là, principalement en lien avec les aménagements d'usines, mais aussi avec les déménagements d'équipements lourds. Depuis le début, là, ma première année, quand j'ai commencé, on a déménagé un équipement de 15 000 livres d'une usine à une autre. Il a fallu revoir toute l'usine, tout l'acheminement des pièces autour de ça. Ensuite, fait que ça a été un de mes gros projets dans ma première année. Puis, quand on a fini le déménagement de cet équipement-là, il a été coté comme étant à risque d'explosibilité à cause de la poussière qui se soulevait dans cet équipement-là. Fait que dans ma première année, il a fallu que je déplace cet équipement-là, mais aussi qu'on règle cet enjeu-là, donc en apprenant sur toutes sortes d'affaires sur la ventilation, comment qu'on peut rendre les équipements sécuritaires avec des dépoussiéreurs humides ou des dépoussiéreurs avec des évents d'explosion. C'était très, très, très varié. Puis, fait que ça, c'était ma première année. Ensuite, à ma deuxième année, j'ai commencé à faire des projets encore, on va complètement ailleurs. Je me suis retrouvé à faire des projets de convoyeurs aériens. Okay. Fait que conception de convoyeurs aériens, j'ai fait la conception des trajets, toute la gestion du projet de la fabrication, mais aussi tout le réaménagement de l'usine autour. Donc, comment qu'on allait acheminer nos pièces, comment qu'on allait utiliser ces pièces-là. Puis là, dans ces projets-là qui sont tous de nature très variée, j'imagine que tu as appelé à interagir avec du monde de plein d'équipes, de plein de compétences, de plein de parcours académiques différents. Exactement. Qu'est-ce qui ressort pour toi de cette expérience-là, d'être un ingénieur un peu finalement touche à tout, ou bien que tu as une diplomation en génie mécanique? C'est particulier parce que ce qui est le fun, c'est qu'en peu de temps, on peut devenir une référence quand on s'applique puis qu'on travaille, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est que quand je suis arrivé chez BRP, je suis pas un gars de mécanique, puis j'en voyais d'autres là, qui clairement avaient plus le profil pour performer. Mais à un moment donné, tu finis par t'associer à ces gens-là, puis quand tu as des questions, ben ils vont répondre à ces questions-là, puis ils viennent pallier. Tu sais, on travaille tellement en équipe que les gens viennent pallier à tes forces. Puis à l'inverse, tu deviens un spécialiste dans tout ce que les gens ont peut-être moins de leur côté. Fait que tu sais, moi, en étant chargé de projet, c'est vraiment là, une vue globale. Là. On travaille beaucoup sur les vues globales. Même les vues de où est-ce qu'on veut aller dans le futur, c'est quoi les prochains moves, c'est quoi la prochaine amélioration qu'on pourrait faire, améliorer la sécurité, ou c'est-tu à agrandir, ou c'est-tu... fait que c'est vraiment très varié. Puis, tu sais, moi, dans le fond, oui, je travaille avec des ingénieurs, mais je vais aussi travailler avec des techniciens nous autres, on a des techniciens qui sont spécialisés dans la conception de machines. On a aussi des techniciens qui sont spécialisés dans du génie industriel. Donc, ils vont faire tout l'ordonnancement des tâches pour que tous les balancements de chaque poste d'une usine soient également partagés, les tâches, pour que lorsqu'on arrive à livrer un produit, il n'y a pas une personne qui fait rien puis une personne qui travaille pour trois. Au niveau des compétences que tu mentionnes là, pour le chargé de projet, là, si tu avais à en nommer là, 5 là, que toi, tu maîtrises ou que tu as développé, mais qui t'aident vraiment à être bon puis efficace dans ton rôle, là, tu dirais que ce serait quoi? J'aurais tendance à dire l'organisation, ce serait probablement la première chose. Parce que c'est pas selon moi, c'est pas nécessairement être très, très technique un chargé de projet, mais c'est être organisé, puis c'est aussi être quelqu'un qui est à l'écoute des spécialistes, qui va chercher l'information. Donc, le meilleur chargé de projet, selon moi, est capable d'aller chercher l'information des personnes qui possèdent ou qui sont capables de lui fournir l'information. Quand j'ai fait de la ventilation, j'ai pas fait des calculs de perte de charge par moi tout seul, puis je m'assois dans mon bureau puis je fais mes affaires. Non, on avait des firmes externes qui spécialisent en ventilation. Puis là, ben, je leur faisais faire ces calculs-là. Puis quand il y avait des questions, ben, je les challengeais, puis on se challengeait l'un l'autre, puis on finissait à avoir un résultat qui était un bon résultat. Fait que, tu sais, organisation, ça, c'est sûr, parce que c'est de la gestion de projet, fait que c'est de la gestion de budget, c'est de la gestion d'échéanciers, des délais de livraison.
Fait que ça, ce serait... Pour moi, là, la première chose, ce serait ça. Deuxième chose, ce serait communication, là, travailler en équipe, puis aussi d'aller chercher l'information. Là. Fait que quand tu es curieux, souvent, ça te permet d'aller en chercher un peu plus. Puis là, tu en apprends un peu, puis tu es capable de plus challenger l'autre, puis souvent, tu arrives avec des meilleurs résultats au fur et à mesure. Là. Fait que si j'avais trois éléments, ça tournerait autour de ça. Là. Organisation, écoute, communication. Ouais, ça serait pas mal ça. OK. Fait que c'est ça, mais honnêtement, c'est très le fun, là, être chargé de projet. Là. Puis chez BRP, en plus, ça va tellement vite. Là. Depuis que, en fait, quand la COVID est arrivée chez BRP, ça a eu l'effet complètement inverse de d'autres entreprises. Ça a propulsé l'entreprise à un autre niveau, là, parce que dans le fond, les gens ne pouvaient pas sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achetaient des véhicules pour rester au Québec puis s'amuser au Québec. Fait que, il y a eu beaucoup d'augmentation de vente à ce moment-là. Puis, ce que ça a fait, c'est que les gens, avec justement cette augmentation-là, ça a propulsé les projets qui se faisaient. Puis, on a réussi à augmenter notre efficacité puis à travailler en équipe pour atteindre là, les ventes qu'on n'était pas capable de suivre. Fait que, chez BRP, c'est une belle entreprise familiale, mais qui est mondiale. Fait que moi, ça venait chercher mes valeurs. Fait que c'est pour ça, honnêtement, chez BRP, c'est une place où je suis bien, puis que j'aime bien. J'aime les gens avec qui je travaille, puis j'aime travailler dans ce milieu-là. Hey, merci, Oli, pour ce partage-là. C'est le fun de te voir content, c'est le fun de te voir épanoui. La dernière fois qu'on s'était vu, c'est à la présentation des projets de fin d'études où on a ouvert une bouteille de bulles là, pour souligner ça, cette première cohorte-là qui finissait. Juste du bon pour la suite, chez BRP ou ailleurs pour toi, là, mais vraiment contente de voir que la vie va bien de ton côté. Merci, puis j'ai beaucoup de plaisir, puis c'est ça. Fait que je suis bien content d'être à cet endroit-là. Et toi, Mélissa, honnêtement, tu sais, moi, je me rappelle la dernière fois, comme tu disais, qu'on s'est vus. Tu nous parlais, tu étais devant la classe, tu parlais de ta maîtrise entourant le dual, mais tu parlais aussi que tu avais déjà été à New York. Là, on s'entend, il y a beaucoup d'étapes probablement dans ta carrière, mais parle-moi donc un peu, comme tu peux commencer peut-être du début ou résumer les éléments importants. Effectivement, c'est tout sauf linéaire. Je pense que c'est juste de dire que je suis un ingénieur qui se retrouve dans les courbes plus que dans les lignes droites puis les angles carrés. Une façon de t'expliquer ça facilement, là, je pense que c'est de partir du début. Ouais. À la fin de mon bac, j'ai choisi de travailler en usine manufacturière. Okay. J'ai travaillé pour L'Oréal Canada comme superviseur de production sur le corps de nuit. C'était un choix de vie. Okay. À ce moment-là, je me disais, hey, la chance de commencer ma journée avec les affaires qui me font triper puis qui sont pas le travail, c'est beau sur papier. Ouais. Puis après ça, d'aller travailler pour finalement me rendre compte que ça fonctionnait pas parce que je dormais pas du tout de jour, j'étais pas capable, fait que j'avais du temps comme jamais, mais ça rattrape vite de dormir 4 heures par jour. Puis l'autre enjeu, j'étais à l'usine de Ville-Saint-Laurent comme superviseur de production sur le corps de nuit, fait que c'était une belle responsabilité parce que j'étais la seule personne cadre dans l'équipe, fait que assez rapidement dans ma carrière, on m'a fait confiance, puis ça, je suis effectivement reconnaissante de ça. Par contre, même si les valeurs de l'entreprise me rejoignaient, parce que pour moi, au moment de choisir ma job, c'est important qu'il y ait un fit au niveau des valeurs. Ouais. Ce que je me suis rendu compte, c'est que de produire de la teinture à cheveux, c'est ce qu'on faisait à l'usine de Ville-Saint-Laurent. Ouais. Mais pour moi, ça manquait de sens. Puis tu sais, c'est correct, ça prend des gens qui font ça, puis c'est une magnifique entreprise. Ouais. C'est juste que pour toi, ça venait moins te chercher, c'est ça. J'avais fait un stage en efficacité énergétique. J'avais eu la chance d'avoir plusieurs offres à la sortie du bac, dont certaines que j'avais gentiment déclinées. Mais finalement, c'est ça, l'appel de l'efficacité énergétique, puis d'être plus rattaché au développement durable, puis aux enjeux de cette époque-là, qui sont d'actualité encore aujourd'hui. C'est en 2007 que j'ai terminé. Ça m'a amené à aller travailler là, à ce moment-là comme bras droit, on peut dire, d'un directeur des opérations, mais j'avais quand même le souhait d'être impliquée dans la conception des projets. Pour moi, c'est important de bien comprendre ce qu'on faisait pour être capable de voir comment on peut améliorer les processus. Mais je ne me sentais pas à ma place de
de faire de l'amélioration de processus sur quelque chose que je ne maîtrisais pas puis je ne comprenais pas. Oui. Puis de fil en aiguille, écoute, concours de circonstances, il y a eu des changements au niveau de l'équipe de développement des affaires. Le chargé d'affaires sur mon projet n'a pas été remplacé. On déménageait le bureau. Le président s'est retrouvé assis dans la même salle de conférence que moi. Il a entendu un appel avec un client. J'ai raccroché, puis il était là, ben voyons, toi, ça tentais pas d'aller dîner avec ce client-là à la place. Puis j'étais comme, non, faut que le projet avance. Puis le client, il dîne avec sa femme, c'est parfait, tu sais. Il dit, hey, les ventes, ça te tente dessus. Puis ça m'a pris de court parce que, j'aime pas tant magasiner dans la vie. Là. Fait que d'aller aux ventes, là, j'étais comme, non. Puis finalement, en tout cas, en jasant avec ce président d'entreprise-là, il dit, écoute, tu as la chance de mettre la couleur que tu veux à ce poste-là, soit ce que tu aimerais que ce soit. Ouais. Puis finalement, cette petite graine-là a germé, puis a fait son temps, puis que j'ai commencé au Québec à faire du développement d'affaires dans le contexte de projets d'efficacité énergétique, dont un projet qu'on a fait à l'UQTR, là, justement, avant que je revienne. Ouais. Puis c'est de fil en aiguille où là, on avait un bureau à New York qui avait 2 employés sur place. Puis là, j'avais 27 ans à ce moment-là où ils m'ont dit à l'été, « Hey, un challenge, ça te tente-tu? » Puis j'étais comme, toujours un challenge, vous pensez à quoi? Ouais. Là, quand ils m'ont dit New York, j'étais comme, hey, le tabarouette, les gars, je vais faire du ski hors-piste en Alaska, puis je dors dans une tente, là, New York. Je suis pas sûre que ça le fasse. Puis finalement, écoute, je m'en allais. J'ai été longtemps en canot cet été-là, sur une longue expédition de canot. J'ai eu le temps de réfléchir en masse. Puis c'est en revenant de cette expé-là que j'étais comme, New York, là, ça passe une fois dans ta vie. Oui. Quand on t'offre d'y aller, là, tu dis oui. Puis au pire, tu reviens si t'aimes pas ça. Puis finalement, j'ai été là pendant 7 ans. C'était une expérience qui, à ce jour, me surprend. Ça me surprend que ça ait fait partie de ma vie. Tu m'aurais demandé à la fin de mon bac, tu vas faire quoi dans les 10 prochaines années? Jamais que j'aurais dit New York. Puis c'était encore aux ventes à New York où c'était vraiment... Le développement des affaires pour cette même compagnie-là en efficacité énergétique qui était basée ici, le siège social est au Québec. Puis je suis allée, on a bâti un consortium, on a bidé sur des gros projets, on les a eus. Ça a été vraiment le fun de participer à l'effort de décarbonation d'une ville qui est aussi grosse que New York. Là, c'est 8 millions d'habitants là, des gaz à effet de serre, il y en a. Fait que le potentiel est immense. Les coûts énergétiques sont hyper favorables à faire de l'efficacité énergétique parce que c'est vraiment plus cher qu'au Québec. Puis finalement, en arrivant là, à 27 ans, le contexte est un peu... on m'a lancé les clés, je les ai attrapées au vol, puis on m'a dit « rentre pas le char dans le mur, là, mettons. » puis ça peut être stressant, ça, quand même, là. Très laissé à moi-même. Mais pour moi, c'est encore là une belle chance parce que le mot me vient juste en anglais, mais je thrive dans carbure. Oui, je carbure dans des contextes comme ceux-là où l'objectif est clair, mais la façon ou le moyen de l'atteindre est laissé au choix du chef. Là, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, New York, au-delà de l'expérience professionnelle, ça a été une expérience humaine d'une richesse incroyable. Puis je pense qu'il y a des traits de personnalité ou qui sont propres à la culture québécoise qui faisaient changement puis qui étaient rafraîchissants pour eux aussi, tu sais. De voir une floune de 27 ans arriver puis assis à la table avec... c'est tous des hommes vraiment plus vieux, on s'entend. Puis de voir cette ouverture-là, cette capacité-là à apporter de l'humour dans le fait que tout le monde te regarde peut-être un peu de haut. Puis ça, je l'ai vécu aussi au Québec, là, tu sais, la même chose, là, le premier projet d'envergure, je pense, la veille de ma fête de 25 ans, c'était 25 millions. J'étais responsable d'un projet, puis je me souviens d'avoir assis le patron dans l'espèce de salon-bureau pour dire « Peux-tu au moins tourner les pages? » juste pour me donner bonne conscience. Puis évidemment que c'est un travail d'équipe. Là, c'était pas que mon travail, on s'entend. Il y a une armée de monde qui rendent une proposition comme ça possible. Mais comme responsable au développement des affaires, tu es un peu le chef d'orchestre de tout ça. Fait que moi, je me suis toujours sentie très imputable des résultats que l'équipe avec laquelle je travaillais pouvait livrer. Puis à partir de New York, à un moment donné, c'est devenu clair que j'avais envie de rester, mais je savais pas trop. Puis là, j'ai changé d'employeur en cours de route et de direction, si tu veux, là, en quelque sorte. Après la tempête Sandy de 2012, il y a eu un gros effort de reconstruction. Fait que là, je suis allée du côté des opérations, dans l'équipe de direction des opérations pour la reconstruction des maisons
pour toute Brooklyn. Fait que c'était, pour nous, je pense que c'est un projet de 360 millions, si je ne me trompe pas. C'était tout avec la même entreprise encore, là? C'est une entreprise qu'on a rencontrée rapidement à New York. Ce CEO-là, je me souviens de l'avoir invité à luncher peut-être 1 an avant, 2 ans avant pour dire, je me demande comment ma carrière à New York, comment je fais pour aller au prochain niveau. Ouais. Est-ce que j'arrivais avec un bac de Trois-Rivières, un accent québécois, un espèce... Tout disait pas de New York. Okay? Puis je me disais, c'est quoi la prochaine étape? Puis finalement, sur ce lunch, il dit, ça peut être bien simple, la prochaine étape, tu viens chez nous. Là, j'étais comme, je me cherche pas une job, là, je veux juste la prochaine étape dans l'entreprise où je suis en ce moment. Ouais. Finalement, de fil en aiguille, j'ai eu envie de découvrir ce côté-là de gestion de projets majeurs, là, à 330 millions ou 360, c'est majeur, avec quasiment 1000 familles d'impliqués. En fait, pour faire le parallèle avec la Mauricie, là, c'est comme le problème de pyrotite. Je ne sais pas si tu as entendu. Là, non. Les fondations, puis là, on lève les maisons, on refait les nouvelles fondations, puis on les rassoit. Bien, c'est beaucoup ça qu'on a fait là-bas, mais sur stéroïdes, là, parce que les maisons étaient trop basses. Fait que là, on les a élevées, on a changé les fondations, on a augmenté la hauteur en se disant si jamais il y a un autre coup de la sorte qui passe, ces maisons-là, on s'assure qu'elles soient sécuritaires, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inondation une deuxième fois. Puis on les rassoit. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis je suis revenue. Le projet était tiré à sa fin. Le gros de la job avait été fait. Mais j'avais l'appel de la famille. Fait que j'avais envie de profiter de mes grands-parents à ce moment-là qui étaient vieillissants, toujours en vie. Ma soeur avait des enfants en bas âge. Puis c'est vraiment ça qui... Pour moi, c'était clair que si je revenais chez nous, c'est Trois-Rivières. Puis c'est un peu encore un concours de circonstances où là, il y a eu une ouverture à l'UQTR, à la piscine, au CAPS. Le CAPS. Fait que je suis allée comme coordonnatrice aquatique en remplacement. J'ai géré la fermeture, le début des travaux. J'avais été sauveteur quand j'avais 15-16 ans là-bas. On retrouve ses sources. C'est vraiment un retour aux sources. Puis par la suite, un projet de refonte de bac en génie mécanique au décanat des études. Puis aujourd'hui, au vice-rectorat recherche et développement là, dans l'équipe des services des partenariats soutien à l'innovation. Fait que c'est vraiment... La suite, je la connais pas. On est parti de ma maîtrise. J'espère la finir au printemps. Y aura-t-il un doc après? Je le sais pas. Mais c'est la beauté du génie, hein? L'avenir nous dira ce sera quoi la suite, là. Exact. Mais c'est vraiment impressionnant tout ce que tu as fait, honnêtement. Là. Quand je regarde ça, puis quand j'entends ça, c'est ce genre de projet-là, de parcours-là. Tu sais, moi, je les vis au jour le jour, mais... Quand tu vois les gros projets d'ampleur, là, puis que tu sais tout ce que ça implique, c'est vraiment impressionnant tout ce que tu as réussi à faire, Mélissa. Merci. La première chose à dire, c'est merci. La deuxième chose à dire, c'est tu mets le doigt sur quelque chose quand tu dis au jour le jour. Je pense que quand, au jour le jour, on se garde ouvert aux opportunités que la vie peut nous mettre sur notre chemin, c'est surprenant. Fait que tu sais pas ce que l'avenir te réserve, mon cher. C'est bon, ça. Mélissa et Olivier ont le vent dans les voiles. Il s'agit de 2 parcours de vie bien différents, mais pour qui la base solide des études a forgé les ingénieurs qui sont aujourd'hui. Prenons maintenant une courte pause avec TD Assurance, un partenaire important du Bureau des diplômés de l'UQTR qui vous offre de nombreux privilèges. Et on vous explique dans cette capsule ce que vous devez savoir pour économiser avec l'appli Mon Avantage TD. Vous avez déjà une police d'assurance auto TD Assurance? Inscrivez-vous facilement à Mon Avantage TD en appelant un de leurs conseillers et dites que vous souhaitez participer au programme. Il s'agit d'un programme offrant des économies sur les primes d'assurance en fonction de l'utilisation qui est entièrement volontaire et gratuit. Mieux vous conduisez, plus vous économisez. Le programme recueille et analyse les données sur la conduite comme l'accélération et le freinage et attribue un score pour chaque trajet. Recevez une réduction allant jusqu'à 10 % en 3 étapes. Téléchargez l'appli Mon Avantage TD, activez-la sur votre appareil mobile dans les 15 jours, enregistrez vos trajets au moyen de l'appli pour conserver votre réduction. Votre score moyen sera utilisé pour calculer un rabais sur votre prime allant jusqu'à 25 % qui s'appliquera au renouvellement de votre police et votre prime n'augmentera jamais à cause de Mon Avantage TD.
Pour tout savoir sur le programme, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le www.tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Mélissa Goyette et Olivier Coderre, nos deux ingénieurs pour qui l'apprentissage par l'expérience concrète a fait la différence. Oli, tu as parlé dans le premier bloc du dual, mais toi puis moi, on sait c'est quoi. Oui. Tu nous expliques-tu un peu en quoi ça consiste, comme c'est tellement unique comme approche pédagogique? C'est un programme, dans le fond, qui s'est créé et qui existe en ce moment uniquement à l'université, à l'UQTR campus de Drummondville. Okay. Donc, dans le fond, dans ce programme-là, les étudiants, à partir de leur 3e année, donc les 2 premières années sont dans un cheminement régulier. À partir de la 3e année, les étudiants qui le désirent peuvent rentrer en ce qu'on appelle un stage dual. Le stage dual, l'étudiant, pour ses sessions d'hiver et d'automne, va travailler pendant 2 jours en entreprise et pendant 3 jours va être à l'école avec l'université. Lorsqu'il arrive l'été, il va faire ses stages à temps complet. Fait que dans le fond, le premier été de sa 3e année, un étudiant en dual va faire un stage complet qui va initier le mouvement vers les 2 jours semaine avec l'entreprise avec qui il a fait son premier stage. Puis ensuite, la particularité, c'est que le stage continue aussi pendant 2 ans complets. Fait que c'est pas une seule année, c'est pendant 2 ans complets. Fait qu'au 2e été, l'étudiant va encore faire un stage à temps complet avec la même entreprise qu'il a fait sa première année. Puis il va finir ses 2 dernières sessions automne-hiver avec 2 jours semaine. Puis ce qui est encore plus particulier du programme dual, c'est que dans le fond, c'est un peu un partenariat entre l'entreprise puis l'étudiant. Dans le fond, l'étudiant, il dit « je vais être avec cette entreprise-là pendant 2 ans », mais en contrepartie, l'entreprise s'engage à fournir 80 heures de formation diverses, donc qui touchent au champ de l'ingénierie, comme par exemple l'environnement, des formations santé-sécurité, des formations sur la gestion des budgets, toutes sortes d'éléments qui ne sont pas nécessairement des mathématiques, de la physique qu'on voit à l'université, mais vraiment des champs connexes. Puis dans le fond, fait que l'université vient fournir, l'entreprise fournit ces 90 heures de formation-là et vient aussi fournir le projet de fin d'études à l'étudiant. Donc dans le fond, l'étudiant va faire un projet en entreprise dans lequel il va faire son projet de fin d'études, dans le fond. Là, tu l'as vécu à l'UQTR, il y a un projet de fin d'études. Il y en a à bien d'autres universités, en fait, à toutes les universités du Québec. Mais à Drummondville, la particularité, c'est que là, tu vas le faire en partenariat avec une entreprise. Fait qu'au lieu d'être 6 étudiants qui vont développer un BAJA ou développer peu importe l'idée qu'ils ont cette année-là, à Drummondville, c'est vraiment avec une entreprise que là, dans le fond, le partenariat se fait. Puis là, on trouve un projet qui peut être d'ampleur, dans lequel l'étudiant peut faire travailler pour l'entreprise, puisque l'entreprise, à la fin, a un résultat, un projet livré. Puis en contrepartie, l'étudiant a fait son projet de fin d'études dans un milieu... Puis si je comprends bien, là, ça vous permet vraiment à chaque étudiant, étudiante, de nous donner la couleur que vous voulez à votre programme, parce que quand même, en passant 2 ans dans un milieu preneur ou industriel, tu peux choisir un milieu manufacturier, tu peux choisir le génie conseil, tu peux aller toucher à quelque chose qui t'anime toi plutôt que de suivre la masse. Exactement. Puis tu sais, si un projet peut aller dans toutes les directions. Si c'est un projet qui va vers les nouvelles technologies, ça peut être ça. Ça peut être des projets de réalisation, conception d'un nouvel équipement pour une entreprise. Ça peut être le développement d'une stratégie manufacturière globale à plus haut niveau avec une entreprise pour vraiment dire... par exemple, c'est quoi les prochaines étapes pour atteindre l'industrie 4.0, par exemple? Ça pourrait être une approche comme ça. C'est très, très, très varié comme projet de fin d'études, sauf que ce qui est malheureusement plate, c'est souvent on n'en entend pas parler parce que c'est peu connu. C'est peu connu, puis c'est en entreprise. Donc, en entreprise, on a la confidentialité. L'étudiant, on s'entend, je vois souvent à Sherbrooke ou à l'UQTR, ils ont les présentations
de ce qu'ils font. T'sais, ils vont présenter à un peu tout le monde, ils vont mettre ça en ligne, c'était quoi leur projet, puis sur quoi ils ont travaillé. Puis ça met de l'avant le programme, mais aussi ça met de l'avant ce que les étudiants font. Les réussites étudiantes. C'est ça. Dans ce programme-là, en dual, c'est l'entreprise qui est gagnante, mais c'est moins publicisé parce que c'est... Vu la nature confidentielle des données qui sont échangées. Exactement. Je pense que ce que j'ai vu du dual, c'est que c'est vraiment l'étudiant, il a le double chapeau. C'est à la fois, il est étudiant, mais il est vraiment traité à part entière comme un employé. Oui. C'est-à-dire que tous les secrets lui sont partagés pour qu'il soit capable de mener à bien son projet. Là, sur 2 ans, c'est quand même... on ne fait pas juste voir les choses en surface. On a vraiment la chance de plonger. Comment tu dirais, Oli, que ça l'affecte ton parcours professionnel maintenant, d'avoir eu la chance de vivre ça ces 2 premières années-là où on rentrait sur le marché du travail comme candidat à la profession d'ingénieur ou comme nouvel ingénieur, comme Jeannot ou comme Vert, là, peu importe la façon que tu veux le nommer. Tu avais quand même eu l'expérience, toi, ou la chance d'aller faire quelques bons coups puis quelques gaffes c'est ça, avant d'arriver. Puis, comment c'est ça? Comment ça se vit, là, l'après-dual? Moi, dans le fond, en dual, j'ai fait beaucoup de... Je pense qu'en dual, ça nous permet en entreprise de vraiment se développer, mais en lien avec l'entreprise. Moi, j'ai fait un changement d'entreprise. Quand j'étais en stage, j'étais chez Kruger, puis on travaillait sur l'implantation de nouvelles technologies, mais à haut niveau. Donc, vraiment, là, c'était des projets d'ampleur dans lesquels on détaillait avec l'entreprise et les différentes entreprises l'entourant comment qu'on allait faire ça, l'implantation de ce projet-là. Fait que moi, quand j'ai sorti de l'université, je me considérais vraiment bon dans ma documentation. Mais j'avais pas fait beaucoup d'implantation. Okay. Chez BRP, c'est beaucoup dans l'action. Okay. Dans le fond, on est beaucoup dans l'action. C'est un milieu qui est très réactif. Chaque jour, il peut arriver quelque chose il faut s'ajuster pour demain parce que la production a un enjeu ou parce que il y a quelque chose de non sécuritaire qu'on n'avait pas vu. Fait que c'était 2 mondes, mais tout ce que j'ai gagné en stage, je l'ai encore, là, ça. Là, quand, toutes les capacités d'analyse, puis de réflexion, de gestion, puis d'évaluation de c'est quoi la meilleure avenue à prendre, oui. Ben, je l'ai encore, ça, là. Fait que... Je pense que le dual, là, ça permet de solidifier le savoir-faire. Ouais. Ça permet vraiment de faire éclore le savoir-être. Oui. Puis cette chance-là que tu as eue de côtoyer la haute direction, on va se le dire, là, oui. D'une entreprise de taille. Oui. Ça, c'est sûr que ça te suit, puis ça donne confiance aussi quand tu t'adresses à ce niveau-là dans l'organisation, d'être capable de dire, bon, qu'est-ce qu'eux ont envie d'entendre versus moins envie d'entendre, parce qu'il faut aller à l'essentiel, il faut y aller vite. Souvent, on n'a pas 2 chances non plus pour faire valoir notre projet. On n'a souvent pas énormément de temps. Il faut savoir faire passer les arguments convaincants rapidement. Exact. Fait que c'est vraiment le dual, c'est ça aussi. Là, ça m'a permis, moi, comme tu dis, j'étais avec des directeurs à prendre des décisions. Fait que, préparer pendant 2-3 jours une présentation qui va durer 30 minutes à 1 heure, je l'ai fait, ça. Là, je te comprends. Puis, quand on est arrivé, on était prêts, puis on avait toutes les réponses que les directeurs nous posaient la question. Fait que, ça, cette volonté de vouloir préparer bien les choses, de devoir travailler fort. Puis j'avais un mentor vraiment très, très passionné puis intéressant chez Kruger, qui avait des années d'expérience puis qui était directeur de l'ingénierie depuis longtemps. Puis il nous a appris... Il avait pas peur de nous apprendre des nouvelles choses. Puis on lui disait, on aurait peut-être un intérêt dans tel élément. Puis il nous poussait, il disait, OK, ben on va vous fournir des formations, on va fournir des rencontres supplémentaires, on va vous inviter à aller... Lui, il faisait partie du MMCQ, les manufacturiers de la Mauricie Centre du Québec. Ouais. Puis il nous avait amenés à ces événements-là. Il nous avait dit, venez-vous-en, on va voir ça ensemble. C'est vraiment une approche expérientielle. Oui, c'est ça. Vraiment, vous l'avez vécu, puis je pense que c'est une force du dual de pouvoir vivre l'ingénierie de l'intérieur, de sauter dedans à pieds joints à la fin de la 2e année de bac, plutôt que d'attendre à la 4e année.
c'est vraiment une chance. C'est ça, c'est toute une chance. Puis honnêtement, moi, j'ai été chanceux parce que ce programme-là, au début, on l'a bâti, mais en plus de ça, au début, il n'y avait pas beaucoup de publicité, il n'y avait pas beaucoup de locaux. Fait que je me suis retrouvé ici, puis tout d'un coup, on pourrait essayer de faire du dual, puis on a des enseignants vraiment, vraiment des bons enseignants, des bons professeurs à Drummondville qui sont dévoués pour leurs étudiants. Puis c'est venu cette idée-là dès ces professeurs-là qui ont poussé ça. À Drummond, là, mais je me permets de te couper pour dire à l'UQTR dans son ensemble, là, sont absolument souhaits à Drummond, mais ils sont tout aussi inspirants à Trois-Rivières puis dans les autres campus aussi. Là. C'est ça. Puis sinon, là, tu sais aussi, là, toi, tu as fait ta maîtrise, tu as vu le dual. Je peux pas dire fait, être en cours. Oui, être en cours, mais alentour la maîtrise. Puis tu sais, ça, c'est entourant le dual. Mais je pense aussi, là, mettons, tu sais, nous autres, quand on a commencé, on avait, tu sais, c'était pas juste le dual, il y avait aussi beaucoup de diversité, justement, parce que c'était un programme qui était peu connu. Puis quand on a commencé, il y avait en tout, on avait 5 filles, sur 20 personnes. Quand même, hein? Puis quand on a fini, ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on a fini, il y avait 4 filles sur 11 personnes. Oh, c'est vraiment une excellente une bonne statistique. Puis c'est ça, je sais que les filles ont vécu plus le parcours de l'UQTR dans cette situation-là parce que elles étaient plus intéressées à faire un projet avec l'université. Oui. Mais c'est ça, je sais que, je sais pas si tu as pu leur parler ou... Non. Dans le cadre de la maîtrise, non. Je me suis vraiment concentrée sur les gens qui avaient vécu le dual de l'intérieur, c'est-à-dire les étudiants de la première cohorte en dual, les étudiants de la deuxième cohorte, les profs qui vous ont accompagné, puis tous les superviseurs en entreprise. Okay. Fait qu'on a au-dessus de 400 pages de verbatim d'entrevue à aller extraire justement là-dedans, là, aller choisir puis cerner l'essentiel pour être en mesure de bien comprendre ce qu'on fait bien. Oui. Puis voir aussi quelles sont les pistes d'amélioration. Parce qu'évidemment, quand on a l'audace de lancer un projet ou un programme qui est aussi novateur que celui-là, bien, c'est sûr et certain qu'il y a de l'itération à y avoir. Moi, je l'ai vécu un petit peu de l'extérieur, votre dual, mais je me sens quand même partie prenante de ta cohorte en ayant eu le nez dedans. T'aurais-tu aimé ça, faire le dual? Mais t'as vécu t'as vu les deux? C'est une bonne question. J'aurais-tu aimé vivre le dual? Oui. Je pense qu'on va en parler tantôt là, de nos parcours académiques. Ben, si mon parcours professionnel il n'est pas en ligne droite, ben mon parcours académique, il l'est encore moins. Fait que je suis pas certaine que j'aurais pu. Okay. Je t'expliquerai ça tantôt. Okay. Mais oui, j'aurais aimé ça. Est-ce que ça aurait été possible? C'est une autre question. Okay. Mais c'est ça, tu me disais tantôt peut-être ton parcours, que tu disais dual, mais qui n'était pas linéaire. Mais je pense qu'une des particularités du dual, c'est de suivre un parcours académique qui est bien établi parce que, étant donné que tu fais l'année 3, l'année 4 en 3 jours semaine au lieu de 5, bien, faut pas que tu aies perdu de temps. Puis, dans mon cas, j'ai commencé en génie industriel à Trois-Rivières. Okay. Après ça, je me suis dit, j'aime vraiment les sciences pures. Je pense que je vais aller faire une année. Ben, en fait, je pensais aller faire un bac à Polytechnique en génie des matériaux. Ouais. Je suis allée là 1 an. OK. Puis, je me suis dit, si le génie industriel, c'était de ce bord-là, le génie des matériaux, il est là. Peut-être que la réponse, elle se trouve entre les deux. Je suis pas sûre, je vais espérer, parce que 3 ans, 3 débuts de bac, un moment donné, tu te dis, l'idée, c'est de finir. Oui. Fait que par chance, c'est Vincent François dans un gala ITR à qui je comptais ça. Je suis revenue pour la soirée là, avec les amis du bac, qui me dit, là, attends un peu, là, faut pas que tu abandonnes le génie, là. Puis j'ai dit, je pense pas forcément abandonner le génie, je sais juste pas où m'en aller. Tu me dis, viens à Trois-Rivières, là, puis on va t'arranger ça, là. On va t'arranger ça. Fait que t'as été recrutée, là. Oui, ça a été une ouverture à reconnaître les cours que j'avais faits à Polytechnique. Ça a été de dire, écoute, ça prend quelqu'un qui va animer les travaux dirigés en matériaux. Fait qu'à ma 3e année de bac, j'enseignais on le dit comme à 110 étudiants. J'étais quand même assez gênée au début. Là, j'étais comme, oh boy, que ça fait du monde. Les étudiants pensaient tous que j'étais au doc.
non, on va se revoir dans le prochain cours. Là. C'est ma première année en génie mécanique. Finalement, ça m'a permis de finir mon bac en 4 ans et demi, ce qui est quand même pas si pire pour un bac de 4 ans. Ouais. Fait que c'est ça. Compte tenu que j'ai commencé le génie mécanique à l'année 3 du bac, je vois mal comment que ça aurait pu se prêter. Ceci dit, à chaque été, après la première année, j'ai fait 3 stages. Fait que j'avais quand même cette envie-là de vivre le milieu de travail de l'ingénierie. Ouais. J'ai travaillé en construction. Après ça, j'étais allée, moi aussi, chez Kruger. Mais du côté environnement puis optimisation sur quelques lignes de production à l'emballage. Ouais. Le dernier stage, le 3e stage, c'était en efficacité énergétique dans une autre entreprise. Ouais. C'est un peu ça qui a mené. Puis, tu sais, je regardais parce que veux pas quand on se lance à dire oui à ce podcast-là, on repense un peu à qu'est-ce qu'on a vécu, puis c'est quoi les étapes marquantes. Puis, tu sais, aujourd'hui, je me questionne si, à la suite de cette maîtrise-là, je ferais peut-être un doc, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment maintenant, c'est encore l'efficacité énergétique. Ça, je pense que c'est tatoué sur mon cœur à tout jamais. Ouais. Mais j'ai aussi découvert un nouveau champ, c'est l'enseignement de l'ingénierie en milieu universitaire. C'est un champ de recherche. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis c'est tout le côté humain autour de l'enseignement du génie, moi, qui pique ma curiosité. Puis j'ai eu la chance d'avoir des profs, dont un, c'est Luc Laperrière, qui m'avait demandé à un moment donné « Hey, comment ça va, toi? » Puis dans un moment où ça n'allait pas pantoute, d'avoir quelqu'un qui te pose cette question-là de façon aussi sincère, puis qui ne s'est pas demandé à la va-vite, tu sais. Je me rends compte que ce souci-là de l'autre, il était déjà là dans le bac. Ouais. Puis maintenant, on connaît des façons de faire pour voir au bien-être des étudiants. C'est un peu vers là, peut-être, que je vais m'en aller par la suite, mais toujours rattaché au génie, tu sais, de rentrer cette composante-là humaine dans la job. Puis, tu sais, moi, je me suis jamais définie comme un ingénieur technique, là. Ouais. Je disais à la blague tantôt que je réussissais bien à l'école, là, mais ça, c'est vrai, mais je veux dire, ça fait longtemps de temps que je n'ai pas fait de formule. Puis on peut réussir sans être technique. Moi, je me considère pas du tout technique, mais tu sais, je pense que d'avoir justement une écoute attentive, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le génie, parce qu'au final, le génie, c'est les sciences appliquées à l'humanité, puis ça prend une belle compréhension du besoin de ton client. Puis ton client, ça peut être un externe, mais ça peut être plusieurs départements à même l'entreprise où tu travailles, puis d'arriver à bien cerner qu'est-ce que la personne et son équipe cherchent à accomplir, c'est une... Mais en ayant en même temps une compréhension des phénomènes physiques qui rentrent en compte, des contraintes avec lesquelles on doit composer, je pense que ça permet de faire des designs puis d'aligner l'équipe de design de façon pertinente et cohérente pour créer de la valeur. Je suis totalement d'accord. Tu sais, moi, dans le fond, à un moment donné, c'est un peu, tu vas peut-être te surprendre, là, mais moi, avant d'être à l'UQTR, j'étais en enseignement des sciences au secondaire. Ah, ben je ne savais pas ça. J'ai fait 2 ans d'enseignement des sciences au secondaire. Puis, dans le fond, là, à cet endroit... Fait que quand j'ai quitté, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait fitter avec ce que j'aime, ma personnalité, etc. Puis, fini par choisir le génie mécanique. Puis, c'était un peu comme ça, je me suis ramassé à Drummondville. Puis c'est ça, quand je faisais mes stages, souvent les gens me disaient honnêtement, l'enseignement puis le génie, il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent. Tu sais, autant par la gestion en général. Tu sais, en classe, on va gérer une classe, mais dans une usine, on a la gestion autant de l'humain que de la gestion des projets, de la gestion de l'usine en général. Puis, en même temps, c'est ça, dans les 2 cas, il y a le côté humain qui est là. On s'entoure de gens avec qui on veut travailler, on se fait des collègues, des amis, puis on finit par réussir des projets qu'on ne pensait pas qu'ils étaient réalisables, ou en enseignement, de réussir à aider des élèves que peut-être il n'y avait pas le dévouement pour ce cours-là, par exemple, ou, etc. Fait que je pense qu'entre l'enseignement et le génie, il y a tout le temps en fait, tout ce côté-là humain, les deux viennent se rejoindre. Fait que c'est pour ça, je pense que autant en génie qu'en enseignement, si c'est ça qui t'intéresse, ça peut être intéressant. C'est une belle croisée des chemins, là. Je pense assurément. Aussi. Je pense aussi. Oli, merci. C'était vraiment le fun de te recroiser. Oui.
J'ai eu bien du plaisir. Juste du beau pour la suite. Exact. Puis pour toi aussi, Mélissa. Merci. Merci à notre duo d'invités ingénieurs Mélissa Goyette et Olivier Coderre pour cet épisode du balado Au-delà du diplôme. Merci au personnel du SNIMI, le Centre national intégré du manufacturier intelligent, de nous avoir accueillis pour le tournage. Pour en savoir plus, consultez leur site web au www.snimi.ca. Nous préparons déjà une deuxième saison du balado Au-delà du diplôme. Alors, pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.